Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec le charmant François De Witt que vous avez certainement reconnu parce que l'interview, ils t'ont adoré mes délicieux co-créateurs, dis-moi, c'était super. J'ai l'impression qu'ils s'en trouvaient, c'était sympathique. J'ai adoré notre conversation avec ton livre La preuve par l'âme. Tu es polytechnicien, tu as été à la tête de plein de magazines économiques, on peut dire. Absolument. Et financiers. Et là, tu mènes la plus grande enquête de ta vie, l'enquête sur l'âme. Inépuisable sujet. Exactement. Et aujourd'hui, alors, un mot qui revient très souvent, les synchronicités. Je voulais voir avec toi comment tu voyais les synchronicités, comment on peut les catégoriser peut-être, ou qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en a entendu parler pour la première fois par Carl Jung, n'est-ce pas? Absolument. Moi, je suis un grand amateur de Jung. Il est fantastique, il est fascinant. Il n'est pas enseigné du tout à la fac parce que tout le monde est freudien en France et c'est vraiment dommage. Mais et il a émis cette théorie de la synchronicité qui excite tout le monde. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui la traitent de manière déformée. Moi, j'ai une définition de la synchronicité qui n'est pas celle de Jung d'ailleurs, qui est personnelle. C'est que la synchronicité, c'est de l'amour. Je vais essayer de le prouver. D'abord, je commence par une chose, c'est que tout le monde mélange les coïncidences, les hasards et les synchronicités. On te dit, par exemple, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'il y a des hasards dans la vie. On tombe sur quelqu'un dans la rue, c'est pas toujours voulu. C'est souvent juste un hasard. Il y a, par exemple, aussi le téléphone. Quand on va appeler quelqu'un et que, comme par hasard, il vous appelle. Alors les gens disent, ah, c'est une synchronicité. Non, à mon avis, c'est simplement, disons, une intuition, quelque part, une connexion, probablement, entre les deux personnes. Peut-être même de la télépathie, non? Oui, encore que ce soit un grand mot, je suis pas sûr que ce soit télépathique. Je crois que c'est bon, c'est disons quelque chose qui se produit de manière sympathique. Mais ce n'est pas une synchronicité. Pour Jung, la synchronicité, c'est quelque chose d'assez bizarre, qui est en fait la rencontre, la conjonction entre un état psychique de quelqu'un et un événement qui peut se produire instantanément, qui peut se produire à distance ou qui peut se produire plus tard dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez précis. Et je prends l'exemple le plus simple parce que c'est celui que Jung prend souvent, c'est que il a une patiente qui est très rétive à sa thérapie, qui est très rationnelle et lui voudrait bien un petit peu l'ouvrir à tout. Et elle lui dit un jour, elle arrive en disant, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'un scarabée d'or. Alors Jung, qui est très cultivé, il sait que le scarabée d'or, c'est un symbole, c'est un dieu même égyptien qui roule une boule de bouse et qui, en fait, de ce fait-là, ça va l'ouvrir sa conscience au spirituel. Donc c'est quelque chose, le scarabée d'or, c'est l'ouverture. Et comme par hasard, Jung ouvre la fenêtre et il y a une cétoine, c'est-à-dire l'équivalent européen d'un scarabée d'or, qui est sur le rebord de la fenêtre. C'est un scarabée qu'on voit rarement en fait en Europe, mais en tout cas, il était là. Et comme par hasard, là encore, eh bien, la thérapie de cette femme va évoluer de manière positive, elle va s'ouvrir, elle va se laisser guider, ou en tout cas, elle va avancer avec le grand Carl Jung. Voilà. Et donc, le scarabée, la question c'est d'où vient-il? D'où vient, voilà, le scarabée? Alors Jung, il dit, c'est un phénomène acausal, il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause qui explique que le scarabée soit là au moment où cette femme raconte l'histoire du scarabée. Eh bien, moi, ma conviction, c'est qu'il y a une cause, parce que je pense qu'il y a des causes à tout. Sauf, effectivement, les hasards dont je parlais précédemment. Mais il y a une cause à tout. Mais que cette cause, elle n'est pas dans notre monde. Elle est dans l'autre monde, dont le monde physique fait partie. Notre monde aujourd'hui, où on parle, vous et moi, toi et moi, eh bien, c'est un monde qui est beaucoup plus vaste. Et c'est un monde, le monde des esprits, le monde de l'après-vie, et qui est un sujet qui me passionne, et le monde des âmes désincarnées. C'est comme s'il y avait un monde à une autre dimension, un monde parallèle qui coexistait à celui-ci. C'est exactement ça. Et ce monde, il a beaucoup de sympathie pour nous. C'est ce que j'ai appris à travers mes explorations, c'est que ce monde, eh bien, il nous veut du bien. Et que du bien. Je trouve ça absolument magnifique, d'ailleurs, comme idée, ce qui veut dire que le jour où on passe de l'autre côté, eh bien, on est dans un monde d'amour.
C'est ma conviction absolue et je crois que c'est en plus, je vois tellement d'expériences qui confirment ce que je dis que j'y crois tout à fait de manière absolument sérieuse. Donc, on avait parlé l'autre fois, hein, déjà, c'est cette façon, la manière dont on voit les choses ensuite, c'est ce qu'on observe, enfin, en tant qu'observateur de ça, c'est le contexte dans lequel on évolue. Eh bien, on attire à soi les événements, les choses, etc. Et effectivement, ce qu'on vous dit toujours, c'est que quand on est ouvert, et je dirais ouvert notamment au monde cosmique, au monde astral, on l'appelle comme on veut, eh bien, le monde astral nous envoie plein d'informations. Et on sait très bien, par exemple, que les esprits peuvent déplacer les objets. Alors pourquoi pas mettre justement un scarabée à la fenêtre de Jung? C'est un clin d'œil, un geste, une caresse, si je pourrais dire, un geste de sympathie, un geste d'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est pas un sentiment, comme on le dit le plus souvent, c'est un geste, c'est un acte. Et là, je pense à un très très grand psychologue allemand réfugié aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Erich Fromm, qui a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle L'art d'aimer, en disant aimer, c'est faire quelque chose. Et bien justement, nos amis de l'autre côté, nos guides, eh bien, de temps en temps, ils nous font ces gestes, ils nous préviennent de quelque chose. Par exemple, on se réveille la nuit en sueur et on a le sentiment que sa mère ou son frère n'est pas bien. C'est un grand classique de vraie synchronicité. Une prémonition, ça? Ben non, c'est justement, on pense que c'est une prémonition, mais pour moi, c'est la même chose. Hein. Il y a une cause, c'est-à-dire qu'il y a un élément du monde cosmique, quelqu'un qui nous veut du bien, qui nous prévient d'avance. Et il peut même nous prévenir d'un événement qui n'aura pas lieu tout de suite, mais dans 24 heures ou quelque chose. Donc, je m'appelle Michel, en Australie, je lisais ça dans ton livre, elle était avec des aborigènes. Mon amie Michel, qui a vécu longtemps en Australie, elle était cuisinière dans un ranch, enfin ils appellent ça une station en Australie, et puis il y avait un petit marmiton qui, tout d'un coup, se prend le bras gauche, etc., dit « Oula, 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 j'ai mon cousin qui est mal. Il a mal à la tête, il faut que j'aille le rejoindre. » Et il part 300 km à pied pour rejoindre sa famille et il va assister malheureusement à la mort de son cousin qui était en grande souffrance. Mais au moins il avait été prévenu. Il avait été prévenu, selon lui, par son bras gauche, parce que c'est le bras des cousins. Le bras droit, c'est plutôt le bras de la famille. Donc, chaque partie du corps humain, selon les aborigènes, est porteur de messages. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas besoin de l'au-delà pour tout ça. Il n'y a pas besoin que le message vienne de l'extérieur. Eh bien, ce que je pense, c'est que les aborigènes, ils savent implicitement, intuitivement, que l'information est mise par l'au-delà, mais est mise dans une partie de leur corps qu'ils comprennent. Ils n'ont pas besoin de savoir écrire pour le savoir et pour aller agir. C'était de même pour les Navajos, parce que je sais que tu as fait tout un reportage pour National Geographic. Géo, pardon. C'est ça aussi? C'est la même chose? Ils savent déjà, ces peuples premiers savaient, ils se sentaient connectés à ce grand tout? Je pense qu'en fait, ce qui est très très intéressant dans les peuples premiers, c'est ce qu'ils appellent l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a de l'esprit partout. Il y a l'esprit des rivières, l'esprit des rochers, l'esprit des aigles, etc. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de spirituel dans tout ce qui existe. Dans la matière. Et dans la matière, même dans la matière inerte. Oui, parce que pourquoi est-ce que ça serait confiné aux vivants ? Et alors, moi je pense qu'il y a du spirituel dans les cellules, bien entendu. C'est comme ça qu'elles s'organisent. D'une certaine manière, il y a de la conscience. La conscience, c'est quelque chose d'aussi universel que la matière. Mais ce n'est pas la matière, puisque c'est immatériel. Et donc, nous, on est tous dans un énorme océan de conscience. Nous vivons là-dedans. Et je pense que les animaux sont dedans, les plantes sont dedans, et les cailloux aussi. Différent de la force de vie. Je pense que ça n'a pas de rapport avec la force de vie. Non, je crois que c'est effectivement... Et cette conscience, à mon avis, nous envoie des messages à travers, disons, un espace extraordinaire, quantique, évidemment, parce que tout est quantique, mais disons un espace, un champ d'information, et d'une certaine manière, ce champ d'information qui est peut-être la source, qui est peut-être Dieu, ça dépend si on est croyant ou on n'est pas croyant, on n'a pas besoin de l'appeler Dieu, de toute façon, nous en sommes issus. C'est d'ailleurs pour ça que en fait, on a cette réceptivité. Tout ce qui existe est issu de la source.
Et donc, tout ce qui existe porte, d'une certaine manière, un message, une correspondance, une connexion avec la source. Et c'est pour ça qu'on est tous liés. Mais on est liés par quelque chose. Les gens qui vous disent on est liés comme ça, simplement, sans expliquer, à mon avis, ils se trompent. Ou en tout cas, il leur manque un élément d'explication. On ne peut être liés, on peut être des vagues sur l'océan qu'à condition qu'on ait trouvé l'océan. Ouais. Aujourd'hui, l'océan de conscience, il n'a pas été découvert par les scientifiques. Ouais, tout ça te titille, ça, il y a quand même des choses qui te titillent chez certains livres que tu as lus, parce que tu lis énormément, tu continues tes recherches, et même si là, c'est quand même assez audacieux, je dirais, de dire tout ça, il y a des choses encore quand même, il y a ce discernement, il y a ce côté qui dit non, cette personne-là pense avoir trouvé, mais ne l'explique pas encore complètement, que nous sommes tous reliés. Oui, je pense qu'en général, les gens partent du principe qu'on est reliés sous prétexte que deux particules qui ont été ensemble ne sont pas séparables. Et ça, c'est la théorie, disons, de l'intrication quantique. Alors du coup, on passe du particulier au général de manière que je trouve beaucoup trop hâtive. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. En revanche, d'essayer d'imaginer que tout l'univers est pénétré par une conscience qui a un caractère ondulatoire et qui a un caractère peut-être aussi ponctuel, il y a peut-être des petites particules de conscience qui existent, des particules psy, et d'ailleurs Emmanuel Ransford par exemple, qui cherche dans cette direction depuis des années, à mon avis, il a tout à fait raison. Il y a quelque chose de tout à fait qui pénètre tout l'univers et qui fait que tout est effectivement lié. Mais ce champ, c'est ce champ qui existe avant tout, vous voyez, et dont on est tous issus. Et dont on se sent séparé. Quand on est dans la peur, quand on est dans le doute, il n'y a absolument pas de synchronicité, il n'y a pas de magie à la vie, c'est plat, c'est très linéaire, c'est boring. C'est tout à fait... Je suis absolument d'accord avec toi là-dessus, c'est que justement, plus on s'ouvre et plus on nous fait de cadeaux. C'est assez logique. Parce que imaginez que vous êtes là-haut. On doit s'ennuyer un peu quand même, bien qu'il paraît qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on progresse et tout ça. Mais on est tout le temps avec nous. Aujourd'hui, dans cette pièce, elle est sans doute peuplée d'un certain nombre d'esprits parce que quand on discute de ces sujets-là, à mon avis, ils viennent. Surtout qu'ils peuvent se déplacer à une vitesse absolument incroyable. Ils peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Et ça, c'est ce qu'ils appellent leur dimension à eux, qui est la dimension de la pensée, une dimension que nous n'avons pas parce que toi et moi, on ne peut pas se déplacer, évidemment, très facilement. Il faut quand même qu'on bouge et qu'on bouge notre corps. Eux, ils n'ont pas de corps à bouger. Ils sont très excités par tout ce qui se passe. Ils veulent que l'humanité comprenne. C'est pour ça qu'ils nous donnent peut-être depuis toujours, mais en tout cas, au moins depuis 150 ans, on commence à être vraiment intéressés par les messages qu'ils nous envoient. Donc tout ça est très, très cohérent. Et quand ils peuvent agir, quand ils peuvent nous aider, quand ils peuvent nous donner un petit tuyau, un petit coup de pouce, eh ben, je pense qu'ils sont ravis de le faire avec les moyens dont ils disposent. À quel moment tu t'es aperçu que justement la vie pouvait être différente de la vie dans laquelle tu avais grandi, ou il y a combien de temps que tu t'es éveillé à tout ça, ou du moins que ta vie a changé? Parce que là, ça a l'air d'évoluer assez rapidement, mais ça n'a pas toujours été là, hein. Non, c'était assez progressif. J'ai commencé le paranormal quand j'avais 7 ans, que ma sœur aînée me lisait les contes d'Edgar Poe dans mon lit. Et là, je suis resté plutôt dans la curiosité pour le paranormal. J'avais aussi un côté un peu religieux, donc j'étais chrétien, je m'emmerdais un peu quand même au culte et des choses comme ça, mais je pensais que je croyais en Dieu et tout ça. Et en fait, j'ai bougé progressivement. Ça a été très, très lent. Moi, je suis quelqu'un de très, très lent. J'ai attendu pratiquement d'écrire ce bouquin pour me convaincre que l'âme existait et pour essayer de la cerner, pour essayer de la définir, pour essayer de comprendre comment on pouvait vivre à la fois une vie physique et une vie spirituelle. Et c'est donc assez récent. Donc je me demande combien il y a de personnes dans les positions dans lesquelles tu étais, comme là, d'écrire, tu étais à la tête de magazines, etc. Tu vivais, tu avais fait des études prestigieuses. Je me demande combien il y a de personnes qui sont dans une espèce de vie normale, entre guillemets, et qui pensent différemment à côté, et où il y a cette espèce de décalage entre ce qui est une conviction, quelque chose qui grandit à l'intérieur, et puis en même temps un travail qui est tout à fait rationnel, où on ose à peine parler de ce genre de sujet. Je me demande si c'est pas gigantesque le nombre, en fait.
Je pense qu'il y a effectivement énormément de gens, et j'avoue que quelqu'un... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant l'heure, c'est pas l'heure. Ouais. Et d'une certaine manière, je me dis que mes amis, que mon guide ou que mes guides, il paraît qu'on en a plusieurs, je suis pas très au point là-dessus, eh bien, je pense qu'ils m'ont parlé pendant toutes ces années. Ils m'ont parlé dans mes rêves. Et je ne me suis pas rendu compte de ce qu'ils me disaient, mais il y a des choses, quand j'y pense, il y avait des messages. Mais des petits messages assez discrets. Et peut-être qu'ils ne voulaient pas que je change à ce moment-là. Parce que si tout d'un coup, à 40 ans, j'avais décidé qu'il y avait que l'âme qui m'intéressait, je sais pas très bien où je serais allé. Je veux dire, j'avais une famille à nourrir, j'avais des responsabilités, j'étais perçu comme quelqu'un d'une certaine rigueur. J'espère que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais donc, j'étais quand même coincé, limité, bridé, si je puis dire. Et il a fallu que j'arrête de travailler comme un journaliste économique et financier. Il a fallu aussi qu'avant je divorce, que j'ai le temps de voir mes enfants autrement que comme un père de famille et tout, pour que je puisse m'ouvrir. Donc, je pense que absolument, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de gens qui sont éveillés aujourd'hui ou qui sont en instance d'éveil et qui sont très curieux de savoir. D'ailleurs, je le vois avec les conversations que j'ai sur mon livre. Et c'est des hommes comme des femmes. Hein. C'est pas que des femmes. Je pensais qu'il y avait surtout des femmes. Pas vrai du tout. Zut. Ben oui. Tant pis pour vous, là. On a quand même des mecs qui s'intéressent à ça. Mais simplement... Plutôt zut pour toi par rapport au public de femmes, où tu aurais pu avoir encore plus un public de femmes. C'est vrai, ça, mais on est... avant l'heure, c'est pas l'heure. Ça, j'ai vraiment compris ça. Donc, il fallait que je fasse toute l'évolution que j'ai fait avant, que j'apprenne en plus ce métier de journaliste pour enquêter, parce que c'est vraiment un métier. Les gens avalent plein de trucs du premier coup. Ils vont à une conférence, ils sortent de là, c'est formidable. Et puis, ils font rien. Quand on est journaliste, d'abord, on écoute beaucoup de gens avant de se faire une opinion. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui glosent sur la médecine quantique et tout ça. Il y a vraiment du baratin là-dedans, c'est effrayant. Je rêve d'ailleurs de faire un jour un bouquin, un genre guide Michelin, où je mettrais des étoiles ou des mauvaises notes à tel ou tel. Alors, je suis pas du tout au point là-dessus, mais j'en rêve parce que on va se faire égarer. Il y a plein de gens qui vont être égarés par des gourous divers et variés. Ça, c'est absolument, c'est normal. Donc, il faut faire quand même très attention. Et quand on est journaliste, ce qu'on espère apprendre, c'est du discernement. C'est-à-dire de dire, celui-là, je pense que c'est du vrai, et ça, c'est du bullshit, si je puis dire. Et aussi, je pense que ça aussi, c'est en train de changer que le public, enfin, on est tous en train de voir et maintenant de discerner par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a le journaliste où il y a une personne qui fait passer l'info. En tout cas, moi, je me considère comme passeuse. C'est-à-dire, je passe l'info et ensuite, c'est à chacun de se faire son opinion de cette personne-là et de si ça résonne ou pas, et ensuite de l'appliquer, d'avoir du discernement aussi, parce que finalement, on est tous libres, on a tous un intellect, on a un passé qui est différent. Je voulais revenir aux synchronicités quand même, parce que c'était le thème du sujet, et puis on est obligé d'aborder ça quand même, cette séparation à ce monde-là pour en revenir. Là, on y revient. Pour vivre des synchronicités, on a besoin de reconnecter à quelque chose de plus grand quand même. C'est-à-dire que ça peut pas se passer ce genre de choses s'il n'y a pas déjà un espèce d'éveil qui a été provoqué. C'est-à-dire sinon un rêve n'est pas un rêve, un truc qui nous arrive. Il y a quand même un contexte. Oui, si tu veux, l'élément de base, c'est d'imaginer que le monde physique dans lequel nous sommes fait partie d'un monde plus vaste, qui est le monde spirituel ou le monde astral ou le monde cosmique, on s'en fiche de comment il s'appelle, mais que ce second monde existe. Et c'est ce que nous montrent toutes les expériences de mort imminente, toutes les expériences de channeling, toutes les expériences d'écriture automatique. On voit de plus en plus d'expériences qui nous montrent que ce monde existe. Et ce monde, mais il reste encore à le découvrir scientifiquement et mathématiquement, parce que ce monde a des lois. Obéit forcément à des lois mathématiques. Et ce qui est passionnant, c'est que la science, à travers toutes les recherches sur ce qu'on appelle le champ du point zéro, ce qu'on appelle le champ quantique d'information, etc., le champ akashique de Erwin Laszlo, eh bien, tout ça converge à ce qu'on touche du doigt l'existence de ce monde, quand il sera vraiment révélé. Et je n'ai aucun doute là-dessus, j'espère que je serai encore là pour le voir. Quand ce monde sera révélé, tout changera. Parce que on sera obligé d'admettre scientifiquement, c'est pas de la religion. Tu
Tu vois ce que je veux dire? C'est très important, c'est pas une croyance, c'est un fait. Je suis absolument convaincu que la science va trouver ce monde. Je suis d'autant plus convaincu que quand elle ne le cherche pas, elle aboutit à des cul-de-sac. Aujourd'hui, on est un énorme cul-de-sac qui est comment le cerveau produit la conscience. Eh bien, la réponse, c'est qu'il ne la produit pas. Et il faut qu'on cherche dans une autre direction, c'est comment le cerveau filtre la conscience. C'est-à-dire comment la conscience préexiste au cerveau. Donc elle est là depuis toujours. Elle est universelle. C'est une composante de l'univers, une composante formidable. Mais elle est une composante cachée, non visible, non définissable aujourd'hui, non matérielle de notre univers. Eh bien c'est ça, c'est la science qui va y arriver. C'est ça qui est merveilleux d'ailleurs. C'est pas les hommes d'église qui vont nous prouver ça, parce que eux, c'est une question de croyance. Donc ils disent, moi je crois, j'ai pas besoin de savoir. L'autre jour, je discutais avec un ami très croyant de ce sujet, et il me disait, mais j'aime pas du tout ton idée, parce que ça me casse les pieds, moi j'ai besoin de croire. Je dis non, tu n'as même pas besoin. Quand on aura prouvé l'existence de la source de la conscience universelle, eh bien, et alors là, à ce moment-là, ça change tout. Parce que toi, moi, mais tout le monde, on s'est dit, on fait partie de cette grande soupe originelle, de cette grande océan originel, etc. On en fait tous partie, et si on est sur Terre, eh bien, c'est qu'on est sorti de cet univers un bout de temps pour faire quelque chose, et pour faire quelque chose qui a du sens. Et ensuite, on retourne dans cet univers. Cet univers primitif, c'est là d'où l'on vient. C'est très, très important. C'est toujours la phrase de Teilhard de Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une aventure spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une aventure humaine. » Alors, quand la science aura percé le mystère, a ouvert les portes du monde spirituel et de cet univers qui nous tend les bras, on est tout près. Eh bien, là, je pense que le monde changera, et que plein de gens qui aujourd'hui ont envie de croire à ce que je crois, à ce que toi et moi nous croyons, eh bien, ils vont être ouverts, ils vont pouvoir en parler ouvertement, et ils vont pas passer pour des fous. Tout comme la Terre n'était pas plate finalement. Mais c'est aussi important que ça, c'est que le monde ne s'arrête pas au monde physique. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a le monde physique baigne dans un univers beaucoup plus vaste, pas nécessairement plus vaste physiquement, parce qu'un esprit, ça prend pas de place, hein, par définition, mais dans un univers plus large, et que, en plus, ces deux mondes sont constamment en contact. Encore une fois, les esprits sont constamment proches de nous, et s'ils peuvent nous démontrer leur existence, eh bien, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire, ce qui est vachement sympa, je trouve, parce que ça va aider les scientifiques à découvrir les ondes de conscience. C'est à nous de provoquer ça, de le demander quel est le processus pour vivre des synchronicités. Ça nous tombe comme une grâce, ou au contraire, c'est quelque chose, on l'a émis comme souhait de vouloir atteindre tel et tel objectif, ou de vivre telle et telle chose, et là, on est en train de vivre des moments un peu hors du temps. Parce que pour toi, c'est quand même, on le répète, hein, la synchronicité, c'est un esprit, un guide qui a placé cet objet-là, cet événement, cette information-là. Ça ne vient pas de nous. Eh ben, si tu veux, si je prends une image simple, on est des ramasseurs de cailloux. Il y a plein de cailloux sur notre chemin, en fait, mais on ne les voit pas, parce qu'on pense à autre chose. On pense surtout à nos petits problèmes, et notamment aux petits problèmes d'ego. Ben, l'ego, il va jamais ramasser le bon caillou, là. Lui, il est complètement out. Il n'est pas du tout au bon endroit. Il est obsédé par lui-même, par sa réputation, par son image, etc. Il pense souvent, en général, il pense qu'on n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et ça, c'est terrible, ça. Donc, l'ego, quand on est dans l'ego, on n'a pas de chance, peu de chance de trouver les cailloux. Mais si on est justement, on devient un ramasseur de cailloux, on se dit, il y en a, eh bien, je pense qu'on les repère assez facilement, enfin de plus en plus facilement. Il est souvent dit que plus on est ouvert à la synchronicité et plus on en reçoit. Et donc, moi, je pense que c'est tout à fait vrai. Et encore une fois, contrairement à ce que disait Jung, je crois que là, il s'est trompé. Il y a une cause à ça, mais cette cause, simplement, elle est dans le monde astral, elle est en dehors de notre monde physique. Et c'est pour ça que lui ne pouvait pas la trouver, et lui, son copain Pauli, parce qu'il était très copain avec un très grand mécanicien, enfin spécialiste de la mécanique quantique, c'est Wolfgang Pauli, et il voulait rapprocher la physique de la psychologie.
Il voulait trouver le point de jonction. Et il y a un point de jonction, à mon avis, tout à fait, ce sont les fameuses ondes spirituelles. Alors, on peut dire que c'est complètement farfelu. Il y a un monsieur qui s'appelle Georges Moranier, qui est mort depuis longtemps, mais qui a écrit 7 volumes qu'il a dictés à sa mère sur comment ça fonctionne de l'autre côté. Et je peux te dire que c'est pas mauvais du tout. Mais simplement, personne n'a beaucoup lu Georges Moranier. Les gens qui le lisent ne connaissent rien à la science. Moi, j'ai la chance d'avoir un background scientifique. Donc, quand je lis Moranier, il me parle terriblement. Et il ne cesse de répéter l'existence. Alors, c'est un peu plus compliqué encore que ce que je raconte, mais je vais pas aller trop loin. Simplement, il existe quelque chose, il existe de l'esprit partout. Et ça, les orientaux le savaient depuis toujours. Les orientaux ont même tendance, on va te dire, il n'y a que de l'esprit. La matière n'existe pas. Le monde dans lequel on est de la maya et de l'illusion. Moi, j'y crois pas du tout. Tu n'as rien d'illusoire en face de moi. Moi, je me sens pas une illusion. Donc ça, c'est un peu fumeux oriental. En revanche, l'idée que l'esprit agit sur la matière, que l'esprit provoque la matière, c'est très très important. C'est pour ça que les esprits peuvent faire venir, par exemple, des scarabées aux fenêtres de M. Jung, ou peuvent aussi prévenir que quelqu'un est mal au milieu de la nuit. Je crois beaucoup plus à l'intervention de l'esprit qu'à la télépathie entre vivants. Et très souvent, on fait cette confusion, tout le monde est obsédé par la télépathie. Mais écoute, réfléchis à la télépathie. Si toi et moi, on pouvait communiquer télépathiquement, si on pouvait tous le faire, ça deviendrait fou, on deviendrait fou. Tu sais que c'est génial, hein, parce que des fois, je fais des interviews avec des êtres à l'autre bout de la planète qui sont quand même bien connectés. Et écoute, la question que j'allais lui poser, que j'avais en tête, paf, il m'y répond. Alors pour le coup, je suis là en train de tenir le micro, tu vois, j'ai même plus besoin de poser des questions. Donc, il n'y a plus de Lilou après. Hein. Mais c'est peut-être le protecteur, c'est peut-être le daimon, enfin le guide de ton ami qui pose la question. C'est peut-être pas lui. C'est peut-être on lui glisse la question dans la tête. Moi, ce que je dis de la télépathie, c'est que si on était tous télépathes, on s'appellerait tout le temps et on serait envahi d'informations. Heureusement, avec un portable, on peut l'éteindre. Comment il filtre. Mais la question est quand même juste de se poser, est-ce que la technologie ne nous aiderait pas à développer certaines capacités, compétences psychiques, spirituelles et tout ça, et si ça nous permettrait pas d'évoluer, parce que c'est un côté négatif, mais est-ce que ça pourrait pas avoir un côté positif aussi, de connexion et tout ça, entre communauté, information qu'on reçoit, et je me demande si ça contribue pas ça à notre éveil aussi, et à d'autres compétences qu'on a en nous, et donc ces appareils, ces équipements aussi pourraient nous permettre d'y accéder un jour sans ces petits appareils. Peut-être qu'un jour on y arrivera, François. Ben, écoute, je suis pas tout à fait sûr d'accord avec toi. Si tu regardes, depuis que la TSF existe, la télégraphie sans fil, c'est-à-dire depuis 1890, on a fait des progrès extraordinaires au point de vue mode de communication. On a fait la radio, on a fait la télé, on a fait les portables, on a fait Internet et tout ça. Est-ce que ça nous a disons, ça crée des liens, ça crée un réseau, ça fait pas mal de trucs. Mais est-ce que ça nous a rendus plus ouverts? Est-ce que tu crois que c'est ça qui nous a... Non, ça nous a pas rendus plus ouverts, mais je dirais, tu sais, on a besoin d'expérimenter la souffrance jusqu'au bout avant de trouver ce point d'éveil. On a besoin d'aller dans cette technologie effrénée, d'aller à fond, justement, avant quelque chose d'autre qui se passe. On a besoin de pousser le truc en tant qu'humain avant de découvrir quelque chose d'autre. Et je crois que c'est quelque chose d'autre qui va commencer à se dessiner. Moi, je suis un grand amateur de pop musique. Je suis une anthologie même de pop musique. Donc, les disques, ensuite les cassettes, et ensuite les CD, et ensuite les DVD. Ben, tout ça, bon, ça fait que je peux collectionner. Mais est-ce que ça me rend plus ouvert? Est-ce que j'ai besoin de tout ce que j'ai autour de moi comme technologie pour être plus ouvert? Je suis pas sûr. Je pense que c'est des facilitateurs. Ce n'est pas des ouvreurs. Je crois qu'on s'ouvre. Alors, je dis pas qu'il faille méditer tous les jours pour s'ouvrir, parce qu'il y a plein de gens qui vous disent, il faut méditer une demi-heure par jour. J'étais l'autre jour à un colloque, la moitié des gens dans la salle méditaient tous les jours. Moi, je médite pas du tout tous les jours. Je suis pas très bon méditant. Et je médite, en fait, quand j'ai trop de bouillie dans la tête, pour calmos, etc., et ça fait du bien. Et la méditation n'a jamais rien apporté. En revanche, il y a un jour, il y a une femme médium qui m'a dit « Mais vous méditez en marchant ».
C'est-à-dire que la marche à pied, ça me donne des idées. J'adore marcher. Donc, je pense que l'information que l'on peut recevoir à travers la méditation, on peut le recevoir aussi bien en marchant. On le reçoit aussi beaucoup en rêvant. Simplement, les rêves, on les oublie et puis on les interprète mal, etc. Parce que le rêve, d'après ce que je comprends maintenant, c'est une promenade de l'âme. Tu vois, donc c'est extraordinaire comme idée. Et c'est pour ça que les psychologues sont à côté de la plaque. Parce qu'ils pensent que c'est une promenade de l'inconscient. Alors peut-être que l'inconscient et l'âme, c'est la même chose. Peut-être que l'inconscient... Ah non, on va pas tout mélanger, là. Tu vois, Mais écoute, peut-être que l'inconscient, c'est la vision rationaliste, matérialiste de l'âme. Ah, je livre ça. Je crois que l'âme est libre et belle et pas du tout bloquée par certains schémas. Parce que l'inconscient, il est quand même là. Hein. C'est pas bloqué, l'inconscient. C'est l'ego qui est bloqué. Par les schémas. L'ego, il n'est pas du tout inconscient, il est conscient, l'ego. Non. Je suis pas sûr que tu aies raison. On aura une autre conversation là-dessus, parce que là, on commence à titiller des petits sujets qui sont bons. Un petit mot de la fin, un petit coucou, une petite note, un petit chose par rapport à ces synchronicités. Le mot de la fin, c'est Socrate qui nous l'a donné. À la fin de sa vie, il a dit cette chose très importante. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ça m'a beaucoup énervé toute ma vie, cette phrase, parce que le grand Socrate dit ça. Je dis, oui, il est prétentieux et tout ça, c'est la fausse modestie. Eh bien, malheureusement, je crains qu'il ait raison. Alors donc, tout ce que je dis là aujourd'hui, j'y crois. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'échanger sur ce genre de sujet. Je ne peux pas prétendre avoir la vérité révélée. J'ai simplement, je dirais, un peu d'inspiration. Je suis très ouvert, mais je crois que la chose la plus importante quand on avance en connaissance, c'est de rester humble. Donc je demande accepte que même si je suis enflammé, je reste humble et l'humilité est, à mon avis, une belle qualité. Je fais ces directs, tu étais là au dernier direct sur l'alimentation avec le professeur Joyeux que je fais une fois par mois en début de mois. J'aimerais bien te recevoir en mars ou avril là pour que les délicieux co-créateurs puissent te rencontrer, qu'on fasse une interview devant 300 personnes comme ça, et puis ensuite diffuser sur YouTube, ce sera chouette. Un beau partage comme ça, hein, avec les questions-réponses du public, ce sera super. J'en serais ravi. Je suis sûre que aussi, en tout cas moi aussi, je le serai. On vous embrasse très très fort. Merci François et à très vite. Gros bisous. Plein de merveilleuses synchronicités. Explorez le sujet, il y a plein d'informations. Et après, testez pour vous-même. Gros bisous. Au revoir.